Bien. Exactement. Alors, donc c'est ça, vous écoutez l'envers de l'actu 94.3 de Chiz, la radio étudiante de l'Université Laval. Pour faire un pont avec ce qu'on parlait tout à l'heure, là, l'entrepreneuriat, on a notre invité spécial qui est en fait sur la ligne en direct de Montréal. Je sais pas ce qu'il m'entend. Allô? Allô? Oui, parfait. Alors, bonjour, Monsieur Thomas Oupegnou, ça va bien? Oui, bonjour, je vais très bien, merci vous-même. Oui, ça va très bien, merci. Alors, on va faire juste un petit récapitulatif, un petit peu de qui vous êtes pour les gens qui viennent de nous écouter là actuellement. Je Alors, vous en prie. vous êtes congolais d'origine, vous avez étudié Oui, en France, vous avez eu des études en fait en commerce, gestion, 2 masters si je me trompe pas. Maîtrise. oui, c'est ça, oui. Maîtrise, oui. Vous avez en fait Mm. actuellement, est-ce que vous êtes toujours conseiller au Carrefour Jeunesse Emploi? Non, je ne suis plus conseiller au Carrefour Jeunesse Emploi, je suis à mon propre compte et en parallèle, je poursuis des études doctorales à l'Université de Sherbrooke, Ok, au C'est bien. campus de Longueuil. parfait, c'est super. Donc, Merci. puis vous avez aussi, je pense, monté l'école entrepreneuriale d'été de Montréal cet été. Ça, c'était l'année dernière. L'année dernière. Cet été, ce sont les classes entrepreneuriales sans frontières Ok. que j'ai montées. Donc, Ok. vous êtes pas mal partout à ce moment-là. Exactement. C'est un beau bilan, c'est très bon. Donc, on va tout de suite enchaîner avec les questions qu'on vous avait déjà Oui. présentées. Donc, Mhm. selon vous, au Québec, c'est quoi la situation actuelle de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on entend souvent qu'au Québec, on est un petit peu en arrière, qu'il y a plusieurs nations qui sont plus avancées que nous là-dessus, et que le Québec tirerait de la patte. Mais selon vous, c'est quoi la situation? Alors, je me permets de dire que ça va un peu mieux par rapport à l'année dernière. Si on regarde par exemple les chiffres qui ont été publiés par la Fédération de l'entrepreneurship, quand on voit par exemple les intentions d'entreprendre et les démarches liées à l'entrepreneuriat, par rapport à l'année dernière, c'est en hausse de 3%. Vous voyez, donc on est passé de 33% à 36%. C'est quand même encourageant. Et puis sur le terrain, je constate qu'il y a effectivement un engouement. Hein, quand je vais dans des rencontres ou quand les gens me contactent, je sens vraiment qu'il y a cette flamme qui prend. Et c'est vraiment encourageant, c'est réjouissant. Est-ce que vous sentez cette flamme-là chez les jeunes aussi, ou c'est seulement les personnes déjà plus avancées dans leur carrière et tout? C'est particulièrement chez les jeunes, et ça c'est vraiment bien pour l'avenir du Québec. Je sens qu'il y a comme une prise de conscience collective, il y a cette envie, et ce qui est intéressant, c'est pas par nécessité, hein, mais c'est surtout par désir d'accomplissement. On sent vraiment que les jeunes veulent entreprendre, et c'est vraiment encourageant. Ouais, c'est bien. Justement, on voit plusieurs initiatives un peu partout. Euh, Par rapport à ces jeunes-là, justement, qui entreprennent, c'est quoi les principales difficultés qu'ils vont rencontrer lors justement de la phase d'élaboration de leur idée ou bien vraiment de la réalisation concrète là, de leur projet? Alors, je dirais il y a deux types de difficultés hein, en général. Euh, la première difficulté, elle est d'ordre psychologique. Vous savez, les entrepreneurs, ils sont considérés un peu comme étant des marginaux. Vous voyez, Mhm. la difficulté liée à cela, c'est quoi? C'est l'isolement. C'est deux fois on a le sentiment d'être incompris. Vous voyez, donc ça peut générer une forme de pression. Si j'échoue, que penseront les autres? Vous voyez, la peur un peu du ridicule, entre guillemets. Deuxième difficulté, c'est au niveau technique. La question, c'est souvent, on a une intuition, comment faire pour transformer l'idée, l'intuition en projet d'affaires? Vous voyez, ça c'est une vraiment grosse difficulté. Je prends par exemple l'exemple, permettez-moi la tautologie, de quelqu'un qui n'a pas fait des études de commerce, qui veuille bien transformer cette idée-là en projet d'affaires. Alors, il va falloir pour lui s'adapter à un nouveau vocable, plan d'affaires par exemple, stratégie, études de marché, etc., etc. Vous voyez, donc ce sont les difficultés, j'allais dire, les deux principales difficultés.
que les entrepreneurs rencontrent. Même si c'est vrai qu'il y a une homogénéité au niveau des entrepreneurs, les entrepreneurs sont différents, mais en général, c'est sans celle. OK. Ouais. Puis justement, est-ce que parfois ça vous arrive de rencontrer puis qu'ils n'arrivent pas, par exemple, à admettre que c'est vraiment des difficultés, puis ils disent oh, non, c'est correct, je suis bien formé, oh, j'ai lu ça sur Internet. Est-ce que des fois c'est difficile de le percevoir pour eux? Oui. Surtout qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une enseigne qui consiste, par exemple, à distribuer de tout va, comme ça, des modèles de plan d'affaires aux personnes qui veulent se lancer en affaires. Ça, c'est pas la bonne chose à faire. Donc, ils confondent, dès lors ils confondent, transformer l'idée en projet d'affaires et faire le plan d'affaires. Donc, ça donne l'impression que la priorité, c'est faire le plan d'affaires. Erreur. Vous voyez, le plan d'affaires, c'est une photo. Donc, l'accent devrait d'abord être mis sur l'idée en soi. C'est quoi le besoin? Vous voyez, avant de penser au plan d'affaires qui, en effet, n'est qu'un outil contextuel. C'est une photo. Vous voyez, donc voilà. Donc, ce que je suggère à ce moment-là, c'est quoi? C'est de mettre l'emphase sur comment on peut transformer l'idée qu'on a. Ce que j'appelle souvent transformer l'idée en projet intuitif. Et après, j'allais dire, démarrer une conversation avec les futurs clients. Vous voyez. Donc voilà. Mais je suppose qu'on va y revenir sur ce point-là. Ouais. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé de marginalisation comme un des facteurs qui est assez difficile justement pour les jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous pensez que c'est dû à la culture ou à quelque chose comme ça, du fait qu'on marginalise justement les personnes qui veulent vraiment partir leur propre truc, ou c'est lié à quoi en fait, d'après vous, la marginalisation? Je dirais que, vous voyez, je prends mon cas par exemple. Quand j'ai décidé de monter Entrepreneuriat Business Consulting, on m'a dit mais pourquoi, Constantin, ne chercherais-tu pas un emploi à temps plein? Tu es diplômé, etc. C'est difficile. Vous voyez, c'est un peu la peur de perdre, si vous voulez, de sortir un peu de cette zone de confort. Donc, à partir de cela, la personne qui décide de créer une entreprise est vue comme étant un marginal. Parce que, mais c'est risqué, tu vas t'endetter, c'est pas sûr que ça fonctionne. Alors qu'en ayant un travail, en travaillant pour X ou Y, tu as la sécurité de l'emploi, tu vas peut-être bénéficier d'une assurance, des avantages, un salaire, etc., etc. Donc, c'est vraiment dans les habitudes et un peu exactement. Donc, c'est assez intéressant. Et moi, je voulais aussi savoir si des initiatives comme Dragon's Den en anglais ou Les Dragons au Québec, ça pouvait aider justement à motiver les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que là, on voit des gens qui ont des bonnes idées, qui sont prêts à justement monter un plan d'affaires, recevoir des fonds de des gens qui ont déjà réussi là-dedans. C'est quand même assez intéressant. Est-ce que ça a un impact selon vous? Oui. C'est ce que j'appelle, moi, par prêcher par l'exemple. C'est une très, très, très bonne chose parce que ça permet, premièrement, de démystifier l'entrepreneuriat, de montrer que c'est possible. Et le fait, pour quelqu'un qui veut démarrer, se lancer en affaires, de voir des modèles vivants, des gens qui sont passés par... qui ont bravé certaines écueils, ils arrivent à réussir. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce que je disais par prêcher par l'exemple. C'est encourageant. Et je pense qu'on devrait faire plus. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là que j'ai lancé les classes entrepreneuriales sans frontières. Il arrive que je fasse intervenir des gens que j'ai suivis, qui sont rendus à un certain niveau. Et donc, pour ceux qui démarrent, effectivement, c'est réconfortant. Ça vaut même plus qu'une claque sur l'épaule, là, je vous assure. Justement, là, il parlait d'initiative. Je pense que la semaine dernière, c'était l'autre d'avant, là, le 16 au 22 novembre, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Effectivement, on voit beaucoup là, d'initiatives un peu partout. Moi, je sais que mon cégep, personnellement, il a lancé l'espace entreprendre, puis ils accueillent 3 étudiants qui vraiment ils aident à monter tout un plan d'affaires, etc.
vous, d'après vous, est-ce que ça va vraiment augmenter le pourcentage d'entrepreneurs au Québec, sachant qu'on compte quand même beaucoup sur eux là, l'économie. Je pense qu'on en parle à chaque fois, au moins dans un discours là, parmi les politiciens. Oui, ce sont des très 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 bonnes initiatives. Vous savez, ça part de loin. C'est comme une plante, hein. C'est comme dans l'agriculture. On parle d'abord de pépinière. Et la pépinière, entre autres, c'est l'école. Vous voyez. Et donc, on devrait mettre beaucoup d'emphase sur la culture entrepreneuriale, parce que la culture entrepreneuriale est très importante à plusieurs égards. Justement, au niveau de l'école, c'est un outil intéressant au niveau de la persévérance scolaire. Vous voyez, les jeunes, en développant par exemple au sein de l'école des coopératives, ils vont apprendre à travailler ensemble, ils vont se découvrir, ils vont découvrir, j'allais dire, des nouvelles sphères dans lesquelles ils peuvent entreprendre. Ils vont, comment dirais-je, aussi développer des savoirs. Savoir-être, savoir devenir, savoir vivre harmonie avec soi-même, avec les autres. Voyez. Et puis au niveau économique, le fait de préparer ces jeunes-là au niveau de la culture entrepreneuriale, demain ils vont créer des emplois. Voyez. Et puis au niveau stratégique pour notre belle province, le Québec, ça lui permet de se positionner, de bien se positionner par rapport à d'autres, à être plus attractive, à être plus créative, plus innovatrice, etc. Voyez. Donc la culture entrepreneuriale, elle est très 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 importante. Je peux même rajouter au niveau social. Voyez. Ça permet de balayer, peut-être pas d'un revers, mais avec le temps, toutes les formes de pauvreté qui frappent, par exemple aux portes de l'emploi, aux portes de l'école, etc. Et ça permet aussi de créer une vraie cohésion sociale. Voyez. Donc, voyez, moi je dirais que ça va au-delà du simple fait de créer une entreprise. Voyez. Mais ça, vous voyez, l'entrepreneuriat, la beauté de l'entrepreneuriat, c'est tout ça. C'est la création d'entreprise, certes, mais il y a aussi la dimension valeur. Vous voyez, la dimension, plutôt, j'allais dire la dimension savoir, hein, savoir vivre ensemble, savoir devenir, etc. Vous voyez. Donc, au niveau de l'école, oui, c'est important. Il faut encourager cela. Pas seulement au niveau de l'école, même à la maison, dans les associations, au travail, hein, ce qu'on appelle par l'intrapreneuriat. Donc, c'est des valeurs intéressantes à encourager. Oui. Justement, vous parlez un peu du côté social. Est-ce que selon vous, il y a des types d'entrepreneuriat? Si oui, quels sont-ils? Oui, il y en a plusieurs aujourd'hui. Un exemple, on parlait d'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, à Paris, enfin hier, il y a eu le COP 21, vous savez, sur l'environnement. Là aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat qui a le vent en poupe, qui donne lieu à des opportunités certaines. Vous avez aussi l'entrepreneuriat, tout ce qui est social, tout ce qui est financement en ligne. Vous avez aussi l'entrepreneuriat avec ce bel outil là qui est Internet. Donc il y a plusieurs formes, vous voyez, d'entrepreneuriat possible. Et que dire du contexte actuel avec le surplus des aînés que nous avons. Donc là aussi, ça donne lieu à diverses opportunités à saisir. Et je dirais même aussi qu'au niveau technique, quand je parle de technique, c'est au niveau de l'aide qu'on apporte aux entrepreneurs. Là aussi, il y a, j'allais dire, des nouveautés. Nouveautés sur le point de vue pratique. Mais c'est pas vraiment nouveau du point de vue scientifique, parce que vous savez qu'il y a toujours un petit décalage entre la recherche et la pratique. C'est l'approche humaine de l'entrepreneuriat, celle qui consiste à avoir une démarche globale, c'est-à-dire on met moins l'accent sur le plan d'affaires, mais comment dirais-je, on travaille avec l'entrepreneur globalement, c'est-à-dire sur les valeurs, etc. Mais on l'aide surtout à transformer l'intuition comment dirais-je, passer de l'intuition au projet réel,
par une démarche plus humaine. Vous voyez. Donc voilà. Donc grosso modo, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat aujourd'hui. Et moi, je veux savoir, qu'est-ce qui vous avait poussé, vous, à se lancer en entrepreneuriat? Parce que vous l'avez dit tantôt, vous auriez pu faire pas mal d'autres choses avec vos diplômes. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a fait choisir l'entrepreneuriat concrètement? Il y a beaucoup de facteurs. Je suis d'abord petit-fils d'un entrepreneur. Mon grand-père, du côté maternel, était entrepreneur. C'est peut-être de lui que je tiens cette fibre entrepreneuriale. Hein. Donc, mais il y a aussi le fait que je suis, comment dirais-je, j'ai cette passion-là. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas malheureusement, mais il y a cette passion-là pour moi au niveau de l'entrepreneuriat. C'est peut-être le désir de transmettre, le désir d'apporter modestement ma contribution au niveau de la société. J'aime beaucoup ça, travailler avec ce que j'appelais tout à l'heure des marginaux. Vous voyez. Donc, mais moi, dans mon cas, c'est surtout au niveau de la transmission des savoirs, transmettre. Et je pense que c'est ainsi qu'on arrive à modestement à faire de belles choses. Ouais. Oui. J'ai vu dernièrement dans l'actualité, on parlait des espaces coworking. J'en ai parlé d'ailleurs un petit peu juste en intro avant qu'on vous appelle. Moi, je suis allée personnellement en Belgique là, en mars dernier pour... c'était en fait une mission entrepreneuriale. Là. On est parti voir vraiment tous les clubs entrepreneurs. Ils nous montraient comme quoi que là-bas, c'était vraiment très important pour l'entrepreneuriat parce qu'ils étaient vraiment, on va dire, un peu pourris dans le monde. Là. Donc, ils ont vraiment relancé, le gouvernement a relancé beaucoup d'initiatives. Ils ont lancé même une ligne téléphonique gratuite pour tous les gens qui veulent appeler vraiment 24 heures sur 24. Si vous avez des questions. C'est même que c'est gratuit, en fait, si on veut accéder à ces espaces coworking-là. Est-ce que vous pensez que nous, on va peut-être arriver un jour à ce niveau-là ou bien c'est encore un petit peu payant là, pour les gens? Ce serait vraiment une bonne chose parce que vous savez, ces espaces de coworking là, c'est comment dirais-je, ça permet de sortir de l'isolement et de favoriser ce que j'appelais tout à l'heure le vivre ensemble. Les entrepreneurs qui travaillent ensemble développent un réseau. Vous voyez, ils peuvent devenir des clients pour les uns des autres. Et au niveau de l'accompagnement, celui qui est plus avancé peut donner un coup de main à celui qui est moins avancé. Et ça, c'est ce qu'on appelle par la co-construction. Vous voyez, donc celui qui est moins avancé se co-construit avec celui qui est plus avancé. Mais le piège de ces coworking-là, quand ils sont laissés seuls comme ça, je pense que ça peut avoir un effet un peu limité. Mais en plus de cela, ce serait bien de mettre de l'accompagnement, qu'il y ait quelqu'un formé, qui connaisse bien l'entrepreneuriat, qui puisse servir de liant. Vous voyez, et là-dessus, il y a des recherches, par exemple, de Miner 95 qui en parlent. Donc, ça permet de créer une relation de confiance entre les entrepreneurs, entre eux, et la personne qui les encadre. Pour la personne qui les encadre, ça lui permet d'affiner les outils. Parce que les outils sont contextuels. Il faut que ça évolue en fonction des besoins des entrepreneurs. Et là encore, ça revient à ce que je fais avec les classes entrepreneuriales sans frontières. En fait, vous avez des jeunes qui se connectent de tous les endroits du monde. Par exemple, d'Afrique, d'Haïti, du Québec, etc. Ils travaillent en réseau. Ils apprennent en réseau. Vous voyez? Donc, ce qui est important, c'est quoi là-dedans? C'est qu'il y a un enrichissement collectif. Oui, il faut encourager cela. Oui. Et surtout pour notre belle province, là, le Québec, ce serait vraiment bien. Oui, c'est sûr. Effectivement, du mentorat, ça peut vraiment aider. Et utiliser les moyens technologiques qu'on a, comme vous dites, c'est assez important et même intéressant. Ça peut... Exactement. Exactement. Sinon, pour conclure un peu, là, est-ce que vous avez des conseils à donner, une petite phrase ou quelque chose par où commencer pour les entrepreneurs qui nous écoutent là, ou les peut-être futurs qui ne pensaient pas justement là-dedans, là, évidemment. Ouais. il y a tellement de choses à dire, mais moi je dirais une chose pour les conseils de façon un peu globalisante. Hein. J'insiste beaucoup sur deux choses. La notion de l'humilité.
Il y a mon meilleur ami qui est devenu comme un frère, JC, il disait l'humilité précède la gloire. Vous voyez, l'humilité c'est quoi? C'est être au service des autres. Celui pour qui on travaille en premier lieu, c'est d'abord le client. C'est avoir la dévotion pour le client. Vous voyez, ça c'est le premier point. Deuxième point, dévotion pour ceux qui travaillent avec nous. Vous voyez, les collaborateurs. C'est pourquoi je n'aime pas trop le terme employé. Ça crée une distance. Mais collaborateurs, c'est aussi les bichonnés, parce que ce sont des gens qui apportent leur savoir-faire, leur intelligence. Vous voyez, donc voilà, et puis s'ouvrir aux autres. Maintenant, le reste, persévérer, ça va de soi. Se former, ça va de soi. Vous voyez, et c'est ainsi qu'on arrive à faire de belles choses. Oublier l'argent. L'argent, c'est la conséquence logique d'un travail bien fait. Mais servir, penser à servir, tout en cherchant l'excellence. Voilà. Ça vaut pour les entrepreneurs aspirants et ceux déjà en activité. Parfait. Ben, merci beaucoup, monsieur Tombé. C'était vraiment intéressant d'entendre votre point de vue, justement, vu que vous connaissez ça plus profondément que nous, évidemment. Oui, exactement. Ça a vraiment donné un autre reflet sur l'entrepreneuriat en tout cas, j'ai appris beaucoup. Là. Déjà, juste le mot employé, collaborateur, c'est vrai que ça change beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment très intéressant. Je trouve que ça a l'air plus facile maintenant. Ouais. Donc, c'est ça, je vais mettre en fait l'entrevue sur notre page Facebook, l'envers de l'actu, si après vous voulez l'écouter ou vous-même le passer dans vos réseaux à vous, hein, on parlait de réseaux. Bien sûr, je vais transmettre ça, quoi. Mais c'est vraiment, je tiens à saluer votre initiative, hein. C'est une très 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 bonne initiative que vous avez prise, non seulement de parler de l'entrepreneuriat, mais de couvrir tous les divers sujets que vous, comment dirais-je, que vous mettez en avant, et c'est vraiment bien. Et je vous en prie. Je vous tire mon chapeau. Parfait. Ben, merci à vous. Puis sur ce, en ce 1er décembre, on vous souhaite une excellente journée. Merci.